CBRN, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. CPNR, Cameroonian Party for National Reconciliation. Ginette Kalfan. PCRN, CPNA, PCRN, CPNA. PCRN, ses objectifs, c'est l'unité de tous les Camerounais, l'éducation civique, politique des Camerounais, sauvera de la promotion des intérêts économiques, socio-culturels de la nation. PCRN. La chanson de ça. Bonjour, Car, la guerrière. H. Pour la réconciliation de Camerounais, il y avait déjà une transfert sur 10 c'était pour la conquête. Attendez, j'avance la chanson, là, ça m'énerve. À rassurer toute la population camerounaise. Sékou, le grand Sékou. La mission, le mandat, le pouvoir de mes pères, de mes parents, de l'extrême nord, Monsieur Kona Robert, Monsieur Massadi. Le grand Sékou. Le pouvoir de réconcilier les Camerounais et de mener la barre vers la victoire. Une victoire ponctuée de réconciliation, de prospérité, de sécurité, de protection et de libération des énergies. C'est ça même, libération des énergies. H. H, les cabris. Les cabris. H, l'Éternel a choisi. H, le Makossa de ça. Ouais, j'ai cherché la chanson de Cabri, je n'ai pas vu. Il y a divergence d'idées, d'opinions, de visions, c'est normal. Pour un changement, revendication des paroles, parfois des tensions, mais en prison, utilisons des clivages, préservons notre trésor, l'unité de la nation, il faut la réconciliation. H, les Cabri. Pardon, attendez, j'arrête ça, pardon. Ça fait mal aux oreilles. J'ai cherché la chanson des Cabri, là, je ne vois pas. Ouais, c'est pas les Cabri ici, là. En tout cas, on va mettre les Cabri. On va mettre les Cabri. Les Cabri. Sékou. Sékou, le... Bonjour à tous les militants, tous les partisans du parti Popcorn, du PCRN qui sont silencieux depuis des semaines. Il y a de cela 2 semaines, ils nous accablaient avec les cris de bug dans toute la toile. Où sont passés les cabris? On entend les bêlements des cabris dans les enclos. Sortez des enclos, les cabris. Sortez. Sortez, venez nous expliquer les 180 milliards. Les cabris. Les cabris. Ouais, où sont les cabris? Sortez des enclos. Freeze from Massé, vous êtes où? Sortez des enclos, on vous cherche. Ça fait quelques jours, on ne vous entend pas dans la toile. Où sont les cabris?
Jean-Louis Batoum, vous êtes où? On vous cherche avec la torche. Vous avez abandonné la toile. La toile n'est pas intéressante quand vous n'êtes pas là. On vous cherche depuis. Les cabris sont dans l'enclos. Ils sont où? Sortez des enclos. Sortez. Sékou doit nous expliquer ce qu'il a fait de l'argent avec ses députés, notamment la députée Selfie Mbambambe, députée Congosa. Vous allez nous dire où sont passés. Sékou. De victoire en victoire. De pirogue en pirogue. Le piroguier. Sékou le piroguier. Mais tu as fui ta pirogue, tu as abandonné ta pirogue qui est en train de boire l'eau. Les populations de Makak te cherchent depuis, elles ne te voient pas. Sékou, tu es où? Libérer les cabris, libérer les énergies. Il avait dit qu'on l'a choisi pour libérer les énergies. Le père libère les cabris, on les veut. La toile n'est pas intéressante sans les cabris. Libérez les cabris. Les cabris sont en train de pleurer dans l'enclos. Ouais, oh là là. Libérez les cabris. Alors, je vais vous faire écouter le passage de Sismondi Balès Bichoka. Sismondi Balès Bichoka, qui, rappelons-le, est très sociologiquement proche du leader générationnel Sékou, le Macron du Cameroun, la jeunesse. La Covid-Gate a montré la... La Covid-Gate avait... En 2018, ils nous ont parlé de la force de l'expérience. Oui, la force de l'expérience du vol des élections. Ils nous ont montré comment ils ont 40 ans d'expérience de vol des élections. La Covid-Gate est venue nous montrer la force de la jeunesse. Le ministre des tweets, jeune, mais champion dans le vol. Sékou, hey, avec ses députés, c'est chaud. La jeunesse de ça. La jeunesse de ça. Je vais vous faire écouter Sismondi, immonde Sismondi. Ce garçon abject, ignoble. Ben oui, sociologiquement très proche de Sékou, qui l'avait même adoubé, qui l'avait présenté comme le leader générationnel. Lorsque vous entendez une sardine parler comme ça, vous comprenez que le gars a fait fort. Le gars a fait fort. Il a fait fort. Je vais vous faire écouter. C'est l'heure de l'édito politique. L'édito politique. Iris Radio 100.8. Iris Radio. FM 100.8 FM. My favorite radio. C'est l'heure de l'édito politique. L'édito politique. Sismondi Balès Bichoka, je t'aime. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Balès Bichoka. L'édito. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. Jusqu'à 3 heures ce matin, je parcourais encore des documents officiels du ministère de la Santé portant sur les dépenses liées au Covid-19. Je déconseille cette lecture à tous ceux qui souffrent d'hypertension artérielle ou de risques cardiaques. C'est tout simplement ahurissant, détonnant et corrosif. C'est dans cet environnement que le leader du PCRN et une autre députée du parti ont gagné des marchés publics. Certains parlent de fictifs, d'autres de gré à gré. Mais qui aurait pu croire que le leader du Parti des Jeunes
puisse ainsi plonger sa main jusqu'au cou dans cette soupe-là qu'il combattait jour et nuit sur les plateaux de débat, suscitant l'admiration de tous. Je le revois dans les années 2003-2004 jusqu'en 2006. Il a fait rêver toute une jeunesse. Il a fait rêver toute une jeunesse. Il a lancé le train et il a demandé à tout le monde de monter à bord. Ces jeunes ont cru en lui. Tous les week-ends, il suscitait les applaudissements nourris dans les quartiers avec des analyses essentiellement critiques sur la prévarication qui fait rage depuis des années dans nos gouvernements successifs, ralentissant notre vitesse de croisière économique. Enfin, la jeunesse avait son candidat. Je revois pendant la présidentielle la rage avec laquelle il défendait son image sur les réseaux sociaux face aux sauvages talibans du MRC. Le réveil est brutal, le rêve est brisé, et toute la jeunesse se dit « si on savait, si on savait ». Comme une malédiction dictée par un destin hostile, on en arrive à la même chose, tous les mêmes, et peut-être même encore mieux, les députés du RDPC. C'était du bluff, c'était le grand bluff, du grand bluff politique. Nous nous sommes fait avoir. Je me dis, si je savais, je ne parlerai pas de l'autre, sa collègue pour qui devenir députée compétente consistait à insulter tout le monde, la CRTV et parfois même les baloches de tout le gouvernement. Hier soir, j'ai failli avoir une crise cardiaque en lisant les commentaires et les réactions sur les réseaux sociaux. Car j'apprenais alors que le leader du PCRN, leader du mouvement 11 millions, et sa collègue députée ont gagné des marchés du Covid-19 sur les 135 millions du FMI. Et alors, s'exclamerait un interlocuteur quelconque, et il n'aura pas tort de s'exclamer. Mais écoutez la suite. S'il s'agissait seulement de gagner des marchés ordinaires, comme d'habitude, nous n'aurions rien à redire. C'est le travail de nos députés. Mais nous sommes là en présence de deux personnages qui ont fait rêver la jeunesse dans le sens de construire un pays des hommes intègres. Deux personnages qui viennent de brûler, incendier tout le crédit et les espoirs de toute une jeunesse placée en eux, en gagnant des marchés au ministère de la Santé, des marchés problématiques, j'allais dire, au ministère de la Santé, ministère en tête de liste des départements entendus au TCS, tribunal criminel spécial, dans l'enquête sur les détournements des fonds publics, des fonds octroyés dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19. Le leader du PCRN et sa collègue ne diront pas qu'ils ne savaient pas, car c'est bien écrit en tête de tous les documents. Juste des questions comme ça. Où sont passés les appels d'offres? Où sont les procédures d'acquisition? Où sont les procédures d'acquisition des marchés publics? Ah, je demande comme ça, hein. C'était donc du gré à gré. Je pose juste la question. C'est encore plus grave. J'ai entendu certains prendre leur défense, affirmant que l'urgence justifiait ce gré à gré avec le Covid-19. En début de cette lecture, je vous disais que j'ai parcouru certains documents jusqu'à 3 heures du matin. Permettez-moi donc de jeter un regard sur quelques petits extraits et d'en partager le contenu. Tous sont dénommés marché spécial. Marché spécial. Pourquoi spécial? Nous ne le saurons certainement jamais. Marché spécial numéro 097/2020, etc., du 24 juillet 2020. Acquisition du matériel médical, 61 250 000. 61 250 000. Marché spécial, numéro 98/2020, etc., du 24 juillet 2020. Acquisition du matériel médical, 64 millions. 64 millions. Marché spécial, numéro 099/2020, blablabla, du 24 juillet 2020. Acquisition du matériel médical, 60 400 000. Marché spécial numéro 100/2020, etc., du 24 juillet 2020, acquisition des subblouses de travail, 60 millions de francs CFA pour des blouses de travail. Mais ça alors, non seulement ils ont dû habiller Jésus-Christ en personne, mais aussi le Cameroun tout entier. Alors là, ça se comprend. Vive notre développement, chacun pour soi, Dieu pour tous, même si c'est dans le sang du peuple. Allez, à très bientôt et surtout bonne chance. Vive le Cameroun. Voilà la lecture de l'heure de Sékou. Sékou est en train de lire leur ambassade sur son ruban de député. Sékou était apparu comme le Messie en 2018. Sékou a séduit le peuple camerounais. Il parlait de jeunesse.
il disait comment il allait faire les choses de façon différente. Il disait qu'il était le Macron camerounais. Sékou est venu en diaspora. Tout le monde l'a accueilli comme le Messie. Il avait lancé le mouvement 11 millions. Les gens ont cotisé, les garçons ont cotisé, les filles, les gens mettaient l'argent. Et c'était sophistiqué. On pouvait cotiser à la carte, on pouvait cotiser avec le cash, on pouvait cotiser avec le PayPal. Mais Sékou nous montrait une nouvelle dynamique qui nous a même mis en difficulté parce que quand on parlait du président et lui, les gens disaient « Ah, il est vieux, nous on veut les jeunes. Sékou, c'est un jeune, il va faire les choses différemment. » Ils nous ont dit que le président et lui étaient ministres dans le gouvernement de Biya. Et Sékou n'a jamais trempé la main dans le pot de miel. Ils nous ont dit que Sékou, Kouagne, Donatien était l'air nouveau, l'air frais. Cette fraîcheur dont on voulait, cette jeunesse dynamique. Sékou allait même jouer au football. Sékou dansait le ndombolo. Les cabris applaudissaient, on disait oui. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le jeune a les dents plus longues que les vieux qui n'arrivent plus à bien manger. Sékou a lancé une campagne pour doter les populations de macaques d'une pirogue. Les gens ont cotisé. Il a estimé le coût de la pirogue, je crois que c'était à 5 millions. Pirogue motorisée. Le projet a été présenté en pompe. Les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé. Au moment de lancer la pirogue, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un tas de bois repeint. Un tas de boubinga. Même le boubinga est solide. Hein? Le boubinga, c'est le bon bois, mon ami. C'est le bois solide. Mais au lancement de la pirogue, on attend l'initiateur de la pirogue en pompe. La presse est là, les populations sont sorties, les maires sont là, tout le monde est là. Où est Sékou? Sékou est persona invisible. Il envoie plutôt sa députée, la députée Kongosa Mbambambe, aller inaugurer la chère et belle pirogue repeinte. À la mise à eau, la pirogue a commencé à boire l'eau. Gouloup, gouloup, gouloup. C'est-à-dire que la yoyette était assise et ses tennis trempaient déjà dans l'eau. Ses tennis trempaient déjà dans l'eau avant même que la pirogue n'arrive. Aujourd'hui, la pirogue est complètement noyée sous la Sanaga. Sékou. On demande le bilan à Sékou. Bilan de la pirogue. Eux qui criaient partout, survivol, survivol, survivol. On ne respirait plus ici. On ne pouvait plus parler, survivol, survivol. Depuis qu'on demande le bilan de la pirogue, Sékou nous a sorti les fiches Excel. Et il a dit ça, Pia. Les fiches Excel de ça. Il est entré dans le Sissongo, on ne le voit plus, on ne l'entend plus. Quoi de plus étonnant? Puisque Sékou, avant que l'affaire de Covid Gate nous sorte, Sékou nous a dit lui-même qu'il est entré en politique parce que la politique, c'est un métier pour lui. Il est employé. Être député, pour lui, c'est un emploi. Voilà un monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a jamais achevé ses études, qui n'a pas un CV, qui n'a rien et qui se retrouve comme ça dans un poste où il a géré un budget. Mais on vous a dit, la preuve à l'appui, que la politique, ce n'est pas pour les affamés. Quand on a faim, on vole quand on est en politique. Je suis désolée, c'est comme ça. N'Djamen vous a prouvé, il a pris sa part. Tous ceux qui sont entrés en politique avec le ventre vide ont mis la main, ils ont commencé à manger. Que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans le combat. Quand quelqu'un n'a pas de revenus, il vole. Sékou nous a dit qu'il a pris du poids grâce à la politique. Écoutez ce que Sékou lui-même dit. Hein? Écoutez.
Voilà, écoutez. Ils savent qu'on vient de loin. Et nous irons loin. Donc voilà, chers camarades, je voulais que nous nous retrouvions encore aujourd'hui. Je vais finir juste... alors, lui, David dit, le bavardage n'est pas la politique, coignée. Donc, le plus grand problème, c'est la famine. Ouais, mon frère, je n'ai plus faim. Si j'ai encore faim maintenant, vraiment, c'est que c'est pas normal. Un député, ça gagne 1 million de francs CFA. Le salaire de ça. Cameroun. Donc, je réussis quand même à me faire quelques provisions pour pouvoir manger à ma faim. Et c'est vrai, j'avoue que même en regardant là sur mon écran, j'ai de légères protubérances sur la figure. Je crois qu'il y a des boutons. Mais il doit y avoir quelques grammes de graisse aussi. Parce qu'à la présidentielle, je ne faisais pas 80 kilos. Ce matin, j'en faisais un peu plus. Donc c'est clair que grâce à la politique, je mange peut-être mieux. Je ne veux pas refuser. Vous savez, il faut être honnête. Je ne peux pas. Je peux pas nier que grâce à mon statut de député, oui, pauvre type, monsieur. Je suis, c'est vrai. Alors, je vais vous raconter, quand les gens disent que je suis pauvre, ben écoutez, et je me souviens un jour, mon père pensait à ça, il s'est mis à pleurer. Mon père est le 7e d'une fratrie de 7. Son aîné est mort au maquis, le second est mort au maquis, et il est resté un garçon. Ben voilà, c'est qu'on vous dit qu'il est honnête, il ne peut pas vous mentir. Que depuis qu'il est député, il gagne 1 million, il a pris du poids, il fait déjà 80 kilos. Sa vie dose, il a baissé, le gars a baissé. Il mangeait déjà à sa faim, il n'a plus faim. Quelqu'un voulait l'attaquer, il dit, c'est que ton problème, c'est que tu as faim. Il dit que je n'ai plus faim. Je gagne 1 million. Oui, la politique paye. Je suis entré dans la politique, c'est en train de me payer. Le gars, il n'a plus faim, il a baissé. C'est quoi tellement baissé que quand il est parti à l'Assemblée, il n'est pas parti pour opposer, mais pour proposer. Il a compris que pour manger, il faut accompagner. Ben oui, c'est quoi compris? Que pour manger, il faut accompagner. Donc lui, il s'est transformé en député de proposition. Ben voilà. Il est à l'Assemblée, je ne sais pas combien de députés il a sur 180. Il sait que ça ne change rien, mais il est là. C'est 1 million lui suffit. Il est aux aguets, il attend le moindre petit marché qui passe. Broup, petit marché, vroup. Quand on lance l'initiative SCSI et que le gouvernement lance sa part de fonds Covid, c'est que vous vous rappelez, avait aussi lancé sa part qui était dans laquelle Nourane Foster malheureusement avait donné 1 million de francs. Comment se fait-il que Sékou et Nourane se retrouvent trempés dans une histoire de 180 milliards du FMI? Comment se fait-il que Sékou gagne les marchés avec Nourane 60 millions pour l'achat du matériel Covid, des survêtements, des équipements Covid? Il est de la santé, il est quoi? Il est quoi? Quelle est sa qualité pour gagner un marché dans le ministère de la Santé pour l'approvisionnement en matériel de lutte contre la Covid? À ce que je me rappelle, Sékou est encore en faculté de droit à l'université de Soa. Il n'a pas encore achevé ses études, qu'il a peut-être abandonnées. Voilà donc des gens qui ont pris le peuple pour acquis, qui se sont moqués du peuple, qui ont pris la caution du peuple, qui ont divisé l'opposition. Sékou, c'est-à-dire qu'il ne renie pas qu'il a pris 143 millions pour détruire la candidature de Maurice Kamto aux élections. Il ne nie pas. Il n'a pas porté plainte à tous ceux qui ont fait allégation à ça. Le professeur Nkoumvodo, son parrain, c'est fustigé contre lui.
Il n'est pas allé porter plainte. Donc, il ne nie pas qu'il est le dossard numéro 143 pour les élections de 2018. Il ne nie pas. Voilà des gens qui se sont incrustés dans le jeu politique camerounais pour s'aimer la zizanie, pour diviser le peuple. Vous vous rappelez très bien que les postes de haine venaient surtout de ces militants qui mettaient en avant la tribu et la tribalité pour diviser les Camerounais. Voilà des gens qui ont eu la caution d'une partie du peuple et qui s'en servent, un, pour trahir ce peuple, deux, pour se remplir les poches. Nous attendons, et je dis bien nous parce que le peuple a le droit de savoir ce qui s'est passé avec les 180 milliards octroyés par le FMI. Nous attendons le bilan des marchés octroyés et des dépenses effectuées. Que les gens arrêtent de croire qu'ils vont continuer de se nourrir sur le dos du peuple. Voilà des gens qui ont multiplié les débats pendant des semaines pour parler du bug. Aujourd'hui, ils sont pris au cou avec l'affaire de Covid-Gate. Ils ont tous disparu. On ne voit plus aucun d'entre eux, ils ont disparu. Ils font profil bas. Une bande de voleurs, de mécréants, d'escrocs du peuple. Les détails de cette affaire vont sortir. Nous ne lâchons rien. Le Covid-Gate va seulement révéler tous les secrets. Et ce n'est que le début. La vérité, c'est comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir dessus. La vérité, c'est comme les fesses. On finit par s'asseoir dessus. Voilà quelqu'un qui écumait les plateaux de télévision, qui faisait croire aux gens que lui, il va faire les choses différemment. Mais la vérité commence déjà à sortir. Le dossier numéro 143, c'est sorti, non? Au même titre que Joshua aussi. Quand le député Jean-Michel Ninche a révélé que Joshua aussi était parti au cabinet civil avant les élections, est-ce qu'il a nié? Est-ce qu'il a nié? Nous, on voyait ça. La conséquence a été que quand il fallait aller au Conseil constitutionnel réclamer les résultats réels des élections, ces deux Ouistiti ont fait faux bon. Sékou s'est arrangé à aller déposer le dossier après le délai de dépôt. Qu'est-ce qui l'avait empêché de déposer le dossier au Conseil constitutionnel? Rien. Qu'est-ce qui l'avait empêché de faire une alliance de l'opposition? Rien. On a compris dès le début que ces gens n'étaient en fait que des pions du régime utilisés pour distraire le peuple ou utilisés pour confondre le peuple. Dossard numéro 143 est le plus dangereux de tous. Parce que bébé Joufflu même, son jeu était tellement évident. Vous vous rappelez lors de la marche que le député Jean-Michel Ninche avait lancé avant la marche du 26 janvier. Il avait lancé la marche, je crois c'était le 24 janvier. Et qu'on l'avait tabassé et arrêté au marché central. Vous vous rappelez très bien que bébé Joufflu n'avait pas été arrêté. Alors qu'il était là ce jour-là. Il était dehors avec Jean-Michel Ninche ce jour. Lui, on ne l'a pas arrêté. Jean-Michel Ninche a été copieusement bastonné. Ils ont cassé ses lunettes. Et ils l'ont mis en résidence surveillée. Est-ce que vous vous rappelez de ces faits? Voilà donc des gens, une opposition fabriquée, une opposition de pacotille, une opposition, c'est-à-dire de façade, fabriquée par le régime pour distraire le peuple et valider la dictature. Comment se fait-il qu'un opposant se retrouve trempé dans les affaires du gouvernement, en train de manger l'argent avec les ministres? Un député du parti d'opposition se retrouve en train de manger l'argent.
D'ailleurs, ne nous a-t-il pas dit que le code électoral n'est pas la panacée? Comment veut-il que le jeu électoral au Cameroun soit juste, clair et équitable pour tous, sans un code et système électoral refait de manière à ce que tout Camerounais qui se présente à quelque élection que ce soit ait les mêmes chances que tout le monde? Il nous a dit que le code électoral n'est pas la panacée. Bon, puisqu'il est déjà dedans, ce n'est plus la panacée, hein? Ce n'est plus la panacée. Il est déjà dans la mangeoire. Sa vie a changé. Sa vie a changé. Sékou, le plus grand usurpateur de toute l'histoire de la politique camerounaise. Je dis ça, hoha. Le plus grand usurpateur de toute l'histoire de la politique camerounaise. La plus grande arnaque. Tout l'argent qu'il a cotisé en diaspora, tout l'argent, les gens avaient mis les organes. Les gens avaient mis les organes sur Sékou. Dès que le gars est rentré, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Et c'est l'attitude de tous ces voleurs, tous ces gens qui volent l'argent du peuple. Quand ils demandent l'argent, ils sont gentils. Quand ils demandent l'argent, ils sont bons. Ils ont la langue mielleuse. Dès que l'argent entre dans leur poche, boum. Mais on ne fuit pas la vérité. La vérité, c'est comme les fesses. On finit toujours par s'asseoir dessus. Tous ces gens qui continuent de donner des faux espoirs à un peuple meurtri. On en a vu, on en a eu. On a eu des gens qui nous ont promis l'apocalypse au Cameroun parce qu'ils savaient que les Camerounais en ont marre de la dictature. Ils savaient que les Camerounais sont prêts à en découdre. Ils en ont marre, ils sont prêts à tout. Que si on leur dit qu'il y a une armée révolutionnaire, ils vont aller mettre l'argent. On a vu des gens qui se sont levés et qui ont dit qu'ils ont la clé, ils ont la solution. Ça passe par eux ou rien. C'est eux-là qui ont la solution pour libérer le Cameroun. Et qui vont mettre la Magédon, la GN au Cameroun pour chasser le régime dictatorial. Et les gens ont cru, certaines personnes ont cru. Mais ça fait plus d'1 an qu'on attend même un feu de paille, on n'a pas encore vu. Et pourtant, il y a un gouffre financier quelque part. Personne ne sait ce que c'est, où c'est parti, ce que c'est devenu. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. On est entré en politique et en activisme. Il y a des gens qui se servent du désespoir des autres. Vous vous souvenez, si vous vous souvenez très bien, il y avait un combattant, pseudo-combattant, hein, aujourd'hui, qui est avéré Sardinard, qu'on appelait Sakné Onk, qui avait une page qui s'appelait « On n'a plus peur ». Les lives de ce combattant étaient galvanisants. Il était toujours sur le terrain, dans les endroits un peu bizarres, dans les maquis, au sous-sol. Il nous montrait les bangandos, les gars, les boys, qui promettaient qu'ils allaient brûler, ils allaient casser, ils allaient faire ci, ils allaient faire ça. Le gars, mais attends, il séduisait toute la diaspora, tout le monde était séduit. Il approchait les gens en inbox, il leur disait que combattant financier, moi j'ai 500 personnes, j'ai 150. On va, si vous nous donnez de l'argent, on va faire ci, on va casser, on va brûler, on va les mettre le feu, on va faire ci, on va faire ça. Je vous fais... Je vous fais écouter un extrait, hein? Un extrait. J'espère que c'est le bon, hein? Mais en tout cas, c'est la même chose. Oui, mes respects, mon général. Là, t'as la coup de ça. Mon général, la grande Sandy. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu, mais ça ira mieux lorsque le régime sera totalement tombé et qu'on aurait enfin eu le changement que nous souhaitons tant.
Oui, je me fais un peu rare ces derniers temps parce que j'étais avec la crise du... Un instant, c'est pas celui-là. Oui, bonsoir et mes respects, mon général. Maréchal Sandy Boston. Avec tout le respect que je vous dois. Donc, voilà, ça fait un moment, on ne s'est pas écouté. Et je crois que par vos publications, je crois que vous allez bien. Je crois que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Étant donné que nous sommes actuellement dans la phase de cotisation de tontine pour l'élan de cœur qu'a lancé le président élu, Jamais, c'est pas je lui qui a pense lancé. que le combat n'a pas cessé, mais que les forces sont plutôt orientées vers cette mobilisation de fonds. Pour revenir à ce qu'on se disait la dernière fois, on est d'accord ensemble que le combat que nous menons a plusieurs aspects, plusieurs orientations. De la même manière que nous sommes en train de combattre pacifiquement sur le plan politique, étant donné que le président élu est un juriste émérite international qui n'a plus rien à prouver, et étant donné que nous savons que c'est un intellectuel et quelqu'un de très précis dans ses différentes sorties, je pense qu'il a laissé passer un message comme quoi il ne dira jamais au peuple de se lever, de descendre dans les roues, de prendre des initiatives pour la libération. Ça, c'est vrai. Et lorsqu'il dit, par exemple, qu'il ne marchera jamais sur le sang des Camerounais, quand là, il parle de sa personne, il ne parle pas d'autres personnes. Et moi, je suis de ceux qui pensent que seule la violence, et je le dis, nous pouvons refouler cela, nous pouvons renvoyer à plus tard, mais on devra y passer. Et seule la violence nous libérera de ce pays. Et ces gens que nous avons en face, à eux, nous devons imposer la force. Étant donné que nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas une armée formée, prête à les affronter. Nous sommes obligés de nous constituer en milice. Quand je parle de milice, tu comprends ce que je veux par là dire. Et c'est le travail que je suis en train de faire sur le terrain. Mais le problème auquel je suis confronté, c'est un problème de moyens. Je suis confronté parce que je n'ai pas de moyens pour me déployer véritablement. En cette période de confinement, on sort très peu et tout ça. Et moi, je dois me déployer partout. J'étais à Bafoussam, j'étais à Yaoundé. Actuellement, je suis à Douala. Et je comptais aller dans la partie du sud-ouest du Cameroun demain. Mais j'ai un problème de mobilité. J'ai un problème de, comme je vous ai parlé la dernière fois, de logistique. Pour l'instant... Je vous épargne la suite. Donc, c'était les mêmes requêtes qui étaient faites à tous les combattants en diaspora, dans tous les groupes. Il fallait de l'argent parce qu'il fallait constituer une milice qui allait faire du soya, qui allait brûler, qui allait casser, qui allait faire ci. Il y avait 500 gars mobilisés et quand on faisait les lives, il y avait 4-5 gars à torse nu en train de fumer le banga et tout. Les gens y croyaient, on disait non, c'est bon, on a les kamikazes sur le terrain, les gars vont nous galvaniser, ils vont nous casser les choses. Les Western Union ont plus, c'était comme ça là. Les Western Union ont plus, comme ça. Minimum, je dis bien minimum, 10 000 euros. Minimum 10 à 12 000 euros. Dès que l'argent est entré, fiacap, la page a disparu. Le combattant, on ne le voyait plus. Il a fait une ou deux petites apparitions sporadiques. Et puis un jour, ce sont ces postes qui ont commencé à interpeller les gens. On voyait des postes bizarres où il adoubait le régime. Moi-même, je suis allée en interne demander à mes collaborateurs qui croyaient en lui et qui avaient mis tous leurs espoirs que mais qu'est-ce qui devient ce gars? Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait plus où il est. Oui, il était dans les groupes au Cameroun, les groupes de marche. Oui, il a fait la cellule comme tous les gars qui ont marché. Mais c'était juste la cellule. Il n'est pas allé en prison. Il a fait la cellule, il est ressorti. Et donc, les gars, l'interpellation est sérieuse. Il y a des gens qui vous promettent que le Cameroun sera à feu et à sang. Mais comme j'aime bien le dire,
Le nord-ouest et sud-ouest, c'est seulement 2 régions. Je dis bien 2. Qui mènent la guerre depuis bientôt 5 ans. Chaque mois que Dieu a créé. Ils ne sont pas dans Facebook pour demander l'argent de la guerre. Hein? Ils ne sont pas dans Facebook. Ce n'est pas dans Facebook qu'ils récoltent l'argent de la guerre. Non. Ce n'est pas dans Facebook. Chaque mois, ils récoltent 1 million de dollars. Et vous voyez le genre d'équipement sur le terrain qu'ils ont. On a des gens qui nous disent qu'ils vont mettre le Cameroun à feu et à sang. Soit, tout le monde le veut. Moi, même si je trouve quelqu'un qui va me faire le Bangandola, ce sera le Mamipi. Mais ne donnons pas de faux espoirs aux Camerounais. Ne donnons pas de faux espoirs non seulement à ceux qui sont sur le terrain, mais aussi à ceux qui sont en extraterritorialité, qui travaillent des heures dures pour justement cotiser parce qu'ils veulent que les choses changent. Depuis 1 an plus, ils ne voient rien. Rien de chez rien. Zéro, nada, zéro pointé. Zéro pointé. Ben oui. Et croyez-moi, chez les anglophones, il y a la traçabilité. Ils ont ce qu'on appelle une organisation de base. Je dis jusqu'en cellule, puisque moi, j'ai des prisonniers anglophones que j'entretiens. Tu ne leur donnes pas, tu ne donnes pas l'argent aux prisonniers directement, même si tu as envie de l'aider lui personnellement. Ils ont ce qu'on appelle leur bureau en prison à Kondengi. Quand tu veux faire un don à un prisonnier anglophone en prison à Kondengi, tu passes par le bureau. Tu fais le don, tu donnes l'objet du don. C'est tellement structuré. C'est tellement structuré. Et ils ne vont pas, tu n'as jamais vu ton nom affiché quelque part que oui, tu as financé les prisonniers. Ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers. Ils tombent malades, on leur donne de quoi se soigner. Ils ont faim, on leur donne de... Les prisonniers anglophones, hein, ils ont ce qu'on appelle, dans leur bureau, il y a le cuisinier. Le bureau change, leur bureau change 1 fois par an. Je vous informe comment ça se passe parce que je le fais. Le bureau change 1 fois par an. Il y a le président, il y a le secrétaire, il y a le trésorier. Ils ont même jusqu'au cuisinier. Le cuisinier donne les besoins de tous les prisonniers. C'est avec ça qu'ils font les achats. C'est avec ça qu'ils font les achats. Ce n'est pas dans un trou noir que personne n'a vu ni connu et les gens ne font que verser, verser, verser. Non. Quand chaque anglophone cotise, il sait où son argent va et ce que ça va faire. Et pourtant, ils sont en guerre armée. Ce n'est pas des gens qui font des promesses en l'air. On nous dit que oui, nous faisons des collectes ouvertes, transparentes. Ça veut dire que si quelqu'un cotise dedans, si on va faire les actions, ça va remonter jusqu'à lui. Les collectes du peuple anglophone ne se font peut-être pas dans Facebook, mais c'est des collectes ouvertes. Vous pouvez imaginer une agence plus regardante que l'agence américaine contre le terrorisme. Vous pouvez imaginer? Mais leurs collectes se font aux États-Unis et continuent. Et aucun d'entre eux ne fait la prison aux États-Unis. Aucun. Il est important que nous sachions reconnaître quels sont nos besoins et qu'on soit honnête envers nous-mêmes, qu'on se dise quels sont nos moyens. Quels sont nos moyens? Qu'est-ce qu'on peut faire de façon réalistique? Réalistique, je parle anglais, je suis anglophone. De façon réaliste. On ne peut pas vendre le rêve aux gens, leur promettre la GN et continuer de les narguer, de les prendre pour des cons. C'est comme le prêtre qui te dit que Jésus revient. Depuis des siècles, on attend le retour de Jésus. Mais il te dit que non, il faut toujours croire. Jésus va seulement revenir. Jésus là va revenir, il revient. Pour justifier donc tout ça, on dit non, il faut brûler les boutiques des Bamileke
Parce que ce sont les Bamileke qui continuent de maintenir Paul Biya au pouvoir. Les Bamileke refusent de fermer leur boutique. Donc, si on brûle leur boutique là, ça va changer. Ils vont rester chez eux. Franchement, est-ce que nous croyons que pour que les Camerounais se lèvent là, il faut leur infliger encore de la peine? À titre de rappel, je reviens encore sur l'exemple ambazonien. Oui. On prend les exemples qu'on connaît. Les Ambazoniens ont pour implémenter leur ville morte, ils ont deux choses, la carotte et le bâton. Ils aident et récompensent des populations qui adhèrent au mot d'ordre. Et puis, d'un autre côté, et ça c'est une minorité hein, qui a même d'ailleurs été décriée, il y avait des gens qui ont utilisé la violence extrême pour forcer les gens à rester chez eux. Il y en a qui ont coupé les mains des enfants qui allaient à l'école. Il y en a qui ont tabassé, fouetté des gens qui ne respectaient pas. Mais on nous dit qu'il faut brûler les boutiques des gens. Comment vous pouvez demander à des gens qui arrivent à peine à vivre avec 2 € par jour de fermer leur boutique? Vous êtes assis dans vos salons feutrés en Europe et vous donnez les ordres à un peuple au pays. Vous leur demandez de fermer leur boutique parce que vous allez faire l'Armageddon. En 1992, lorsqu'on faisait les villes mortes, on a utilisé le système que les anglophones utilisent aujourd'hui, la carotte et le bâton. Dans chaque secteur, il y avait des chefs de secteur qui étaient chargés d'empêcher aux mamans, aux commerçants d'aller au marché, d'empêcher aux élèves d'aller à l'école. Moi-même, on m'a sorti des salles de classe en 4e, j'étais en 4e, on m'avait fouetté. On nous a fouettés pour nous sortir des salles de classe. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui était la carotte? La carotte était qu'ils avaient un jour ouvert par semaine, c'était le samedi, où on permettait à tout le monde d'aller faire ses courses. Et puis, lorsque on avait des cas spéciaux, par exemple des cas de maladie, accouchement, enterrement et tout, on permettait à ces gens de procéder à ce qu'ils avaient à faire. Donc, on ne prend aucune mesure sur le terrain. On ne prend ni de mesures préparatoires, parce que ça, c'est des choses qui se préparent des mois à l'avance. Il faut préparer les gens psychologiquement à être dans cet état-là. Il faut leur donner toutes les options sur le terrain. Et ça demande un travail de proximité, de porte à porte. Aller toquer aux maisons des gens. Leur expliquer que, parce qu'il y a telle situation, nous voulons que vous fassiez comme ça. Voici ce que nous allons faire pour vous. Voici comment ça va se passer. Si vous avez un problème, contactez tel. Aucun travail n'est fait. On est assis sur nos canapés en train de zapper nos télévisions et on dit aux gens, ville morte, ville morte, ville morte. Brûlez, cramez vos boutiques. Vous ne voulez pas fermer les boutiques. C'est vous qui maintenez Biya au pouvoir. Le pire, c'est qu'on cible on dit les commerçants Bamileke, c'est eux qui maintiennent Biya au pouvoir. À Douala, quand tu vas au marché Congo, tu vas au marché Mbopi, tu vas au marché central, tu vas au marché Dakar, tu vas au marché, comment ça s'appelle là, le marché qui est vers Bonabéry là. S'il y a 100 commerçants, il y a peut-être 50 commerçants Bamileke. Après, vous avez des commerçants nigérians, vous avez des commerçants de toute autre tribu qui viennent là. Donc, si vous ciblez les Bamileke seulement et vous laissez les Nigérians qui sont comme ça à Douala, ils sont comme ça, remplis, ils ont les grands magasins. Vous laissez même les Nigériens, les Maliens et tout ça qui ont les grands magasins comme ça là. Vous dites que ce sont les Bamileke qui empêchent Akamto d'accéder au pouvoir, alors brûlons leur boutique. Parce que j'ai entendu des gens le dire ici. Ça, c'est de la double stigmatisation. Et c'est même de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous allez brûler la boutique du Bamileke. Le Malien qui a 4-5 grands magasins, vous faites quoi de lui? Lui continue d'ouvrir parce qu'il est malien. Le Nigérian qui a Kayabasi, il a ses 5 garages. Vous faites quoi de lui? Donc c'est le Bamileke qui est votre moins cher. Hein? C'est le Bamileke qui est votre moins cher. Vous devez brûler leur boutique. Quand on n'a pas la culture politique, on se renseigne, on écoute au moins ceux qui ont fait avant de prendre des décisions en tenant compte du contexte actuel. Le contexte actuel, ce qui est vrai, c'est que le peuple camerounais ne va pas se lever tant que ses intérêts financiers ne sont pas touchés. Ça, c'est la vérité.
Vous pouvez brûler tout ce que vous voulez. Mais dernièrement, vous avez vu les policiers qui ont tiré sur les gens. Ils ont fait quoi? Rien. On tire sur eux tous les jours. On les tabasse tous les jours. On les enferme tous les jours. Il n'y a pas d'électricité tous les jours. Ils ne bougent pas parce que leur petit salaire continue de passer. Parce qu'ils ont encore l'argent pour aller boire une bière. Même comme la bière est déjà à 1000 francs. Ils vont boire une bière à la fin de la journée. Et ces gens-là, vous vous levez, vous dites que vous allez faire les villes mortes, vous allez leur imposer, vous allez brûler, vous allez casser. Mais rappelez-vous de ce qui s'est passé lors des marches du 22 septembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les gens, les populations elles-mêmes qui identifiaient les marcheurs et allaient les livrer à la police. C'est les gens des quartiers qui, après la marche, allaient pointer et dire que tel avait marché, tel avait marché, tel avait marché. On a fait Ochapesi, pourquoi? Parce que c'était un des traîtres qui allait livrer les enfants des gens. Alors, vous ne pouvez pas promettre la GN aux gens, prendre l'argent des gens depuis plus d'1 an, leur dire que vous allez faire la GN en ne tenant pas compte du contexte du pays ou en faisant semblant de ne pas le connaître. Vous savez très bien que vous ne pouvez rien faire, vous n'allez rien faire. Et alors, basé sur ça, c'est de l'escroquerie, c'est du vol. C'est du vol. Parce qu'il faut être réaliste dans ce qu'on peut faire. En anglais, on a ce qu'on appelle le smart approach. Et c'est ce que le président Kamto a fait lorsqu'il a lancé une initiative. Lorsqu'on lance une initiative, on l'évalue. On appelle ça le smart approach. Small, c'est-à-dire petit. L'objectif est d'abord petit. On ne donne pas de faux espoirs aux gens. On dit, on va essayer. Voici ce qu'on va faire. On essaye, c'est petit. Small, measurable, mesurable. On peut mesurer ce qu'on va faire. On peut dire, ok, l'objectif de notre initiative, c'est de faire une action ciblée à tel endroit. On a un petit objectif qui est mesurable, measurable, achievable. Donc, on peut le faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas. On ne promet pas le ciel, les étoiles. On présente un petit projet qu'on peut faire. Achievable, small, measurable, achievable. Et on peut revoir, on peut maintenant, après avoir accompli l'action, analyser, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment l'améliorer. Un time spécifique, ça veut dire on se donne une durée dans le temps. On se dit, bon, l'objectif, dans 6 mois ou dans 3 mois, nous allons mener telle action à tel endroit. Objectif clair, net, cible, détaillé, ciblé. On se donne un temps, un objectif, un montant à atteindre. On le fait. Et lorsqu'on le fait, que ça ait réussi, que ça n'ait pas réussi, on a fait. On a fait. Et quand on a fait, on peut maintenant revenir vers les gens qui nous soutiennent et leur dire, bon voilà, on s'était fixé X, Y, Z objectif. Nous avons fait ceci, ça n'a pas marché parce que X, Y ou Z. Nous allons reprendre ailleurs et améliorer ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas réussi. Mais les gens s'asseyent, ils vous disent que versez dans le trou noir, versez. Depuis 1 an, vous ne faites que verser. Ben, c'est pas pour rien que ça ne marche pas parce que les Camerounais n'y croient pas, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Quand une initiative qui atteint plus de 30 000 € en 4 mois, la plus grande collecte d'argent après celle de Ghana dans le combat en 4 mois, plus de 30 000 €, c'est parce que les Camerounais voient ce qu'il y a à faire. C'est parce qu'on leur a donné un objectif clair. C'est parce qu'ils voient les actions. C'est parce qu'ils savent quand ça n'a pas marché, qu'on vient leur dire que bon, on vous avait dit qu'on allait faire tel, nous avons plutôt fait tel, ça n'a pas marché parce que tel. Ils ont des bilans, ils y croient, ils continuent. Ne prenez pas des Camerounais pour des légumes, pour des moutons. Que les gens vont s'asseoir. Ils veulent compléter leur argent de fin de mois avec l'argent du combat et promettre la GN aux gens. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle et de la malhonnêteté financière. C'est une malversation financière. C'est du vol. Soyons clairs et nets. Soyons clairs et nets, c'est du vol. Et la vérité étant la vérité, elle finit toujours par éclater au grand jour. On tourne, on s'assoit toujours sur nos fesses. On ne va pas s'asseoir sur le ventre.
Voilà des gens qui vendent le rêve aux gens, comme Kouagné, comme Nouran, comme je ne sais plus qui d'autre, comme Espoir Matomba, qui nous avait dit qu'il est un homme d'affaires, mais personne n'a jamais vu ses affaires, mais aujourd'hui sa main est trempée. Et des gens continuent de faire croire, de penser que les Camerounais sont des idiots, ils vont continuer à adhérer à n'importe quoi. Chacun se lève, il dit que c'est lui qui a la solution. Mais on ne voit jamais cette solution-là. Ceci étant dit, ça m'amène au meeting du 3. Donc, tous ces gens qui nous ont promis que il y aura l'Armageddon, la GN, l'enfer au Cameroun, mais on n'a jamais vu même un feu de paille ou un semblant de fumée. Aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut mobiliser au Cameroun. On ne refuse pas, il faut mobiliser. Mais les qui vont sortir au Cameroun? Ce n'est pas les mêmes militants du MRC qui sortent et qu'on enferme. Les mêmes militants du MRC que vous qualifiez de lâches, de militants Facebook. Quand vous parlez de mobilisation, là, vous appelez les qui à sortir? Les cabris. Les cabris. Ce n'est pas les mêmes militants du MRC qui vont sortir. Mais vous passez tout votre temps à les appeler les lâches, les militants Facebook. Konengi est rempli de qui? Tous les prisonniers politiques qu'on aide là, c'est les qui? C'est les militants de quel parti? Du SIF? Du PCRN? Ce n'est pas les militants du MRC qui sont sortis, on les a arrêtés. Depuis 2019, vous savez combien de militants MRC ont fait la cellule ou sont en cellule en prison, non? C'est pas, ça ne se compte pas par milliers. On demande de se mobiliser justement en diaspora parce que l'action de la diaspora a un écho international. On ne refuse pas que la solution c'est au 237. Mais tant que Macron a le genou sur le cou du peuple ou il ferme les yeux sur les exactions de Biya, nous on va continuer de marcher en diaspora. Le combat ne peut pas finir en diaspora, mon ami. La diaspora congolaise, pour chasser Kabila, vous savez ce que la diaspora congolaise a fait? Est-ce qu'elle avait arrêté le combat parce qu'il fallait que les Congolais se lèvent? C'est justement les actions de la diaspora congolaise jusqu'à ce que Koffi Olomide interdit de concert. Fally Ipupa, on a brûlé. J'ai dit que brûlé. Toute la salle de concert commence à l'Olympia. Ils avaient brûlé. Est-ce que c'est parce que les Congolais, ils sont restés tranquilles et disent que bon, le combat c'est au Congo, vous allez sortir, marcher. Le meeting du 3 va se faire et ce sera fait de façon spectaculaire. Ce sera le mamipi. Parce que vous qui parlez de gré à gré, c'est là-bas justement qu'il faut dénoncer le gré à gré. C'est là-bas qu'il faut dire à Macron que nous, Camerounais de la diaspora, nous sommes sortis par cinquantaine de milliers pour dire que le gré à gré ne passera jamais dans notre pays. Et que si ça passe, nous ici, nous vous mettons l'enfer dans votre pays. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Les gens qui promettent aux gens qui vont brûler tout le Cameroun et ils demandent aux gens maintenant de sortir au Cameroun. Si ce n'est pas l'incohérence, c'est quoi? Depuis que ce combat a commencé, oui, il y a quelques petites brebis des autres partis qui nous ont rejoints dans le combat. Mais là, 99% des combattants sont des militants du MRC. Et quand on dit marche au Cameroun, là, ce n'est pas le Camerounais lambda qui sort, c'est le militant du MRC. Parce qu'il a eu l'idéologie qui lui fait croire que sa sortie peut changer le Cameroun. Parce que justement, le parti a mis en place une politique de sensibilisation de proximité pour recruter. Nous, avouons, disons-le, nous de la diaspora, nous avons échoué là.
C'est là où nous avons échoué. Et je rejoins ma collègue Annie Tchoko là-dessus. Parce que Annie Tchoko nous dit depuis au moins 2 ans qu'il faut sensibiliser les gens. Il faut aller dans les tontines, expliquer aux mamans le bien fondé du combat. Leur dire comment elles peuvent participer au combat sans se mettre en danger. Leur dire comment elles peuvent sensibiliser leurs enfants. Il faut aller dans les marchés. Et d'ailleurs, ici, je salue Mathias Kameni qui faisait un travail formidable de sensibilisation dans les marchés. Je salue ici le combattant André Blaise Essama qui faisait aussi ce genre de travail de sensibilisation de masse. Nous avons échoué là. On a sensibilisé 0 personne. En dehors peut-être aujourd'hui du peuple bêtis qui commence à comprendre. Mais dans les grandes villes, Douala, Yaoundé et autres là, nous avons échoué, soyons sincères. Et on s'assoit dans nos salons feutrés en train de regarder la télévision et dit ville morte, brûlée, sortez. Il faut respecter les Camerounais un tout petit peu quand même. Il faut les respecter. Ils ne sont pas les enfants de quelqu'un, on ne les nourrit pas. On ne les nourrit pas. C'est chacun pour sortir qui va comprendre sur son corps avant de sortir. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a dit que sort. C'est-à-dire que quand quelqu'un va rester comme ça, là, il fait 5 mois sans salaire. C'est là qu'il va comprendre que je dois faire quelque chose, sinon je suis mort. Et on est en train d'aller vers cette solution, doucement mais sûrement. Vous voyez comment on est déjà en train de cisailler les salaires des militaires. On est déjà en train de cisailler les salaires des militaires. Après le cisaillement, puisque le gouvernement est en train de tendre la main partout pour chercher l'argent, quand les sources d'argent vont être taries, et c'est ce qui était arrivé au Zimbabwe, le Zimbabwe avait atteint un taux d'endettement au point où il était devenu insolvable dans toutes les institutions internationales. Le Zimbabwe n'arrivait plus à payer ses fonctionnaires. L'inflation a atteint un niveau impensable. Le prix du pain est monté. A été multiplié par plus de 100. Quand l'inflation a atteint son paroxysme, les populations sont sorties. Ce n'est pas parce qu'on allait les fouetter, les brûler, les menacer et tout. On veut ces populations-là avec nous, non contre nous. On veut ces populations avec nous et pas contre nous. Aller brûler leurs boutiques et ils vont rejoindre la théorie du gouvernement qui est que nous sommes des terroristes, nous sommes contre le peuple, ainsi de suite. Regardez comment le peuple est clochardisé au point où on partage des calendriers et les gens courent pour prendre. Et vous pensez que c'est un peuple paupérisé, clochardisé comme ça, vous allez encore le punir en brûlant ses boutiques, son gagne-pain? C'est de la folie, c'est purement et simplement de la folie. Un manque d'orientation idéologique, un manque de connaissance du terrain. Et comme je dis souvent, nous n'inventons pas la roue. Vous voulez faire la guerre? Les anglophones le font depuis 4 ans. Allez leur demander comment ils le font. Vous ne faites rien de nouveau sous les tropiques. Ils le font avec succès, sans faire trop de bruit, sans saboter les autres. Ils cotisent seulement, ils cotisent. Et ils continuent de cotiser parce qu'ils ont le compte rendu de leur cotisation. Ils continuent de cotiser parce qu'ils ont le compte rendu de leur cotisation. Depuis 4 ans, il y en a qui ont 3, 4 boulots. Ils sont contents de le faire parce qu'ils savent où leur argent part. Ils savent où leur argent part. Ça ne va pas dans un trou noir entre les mains d'une personne ou de 2 qui promettent l'Armageddon depuis 2 ans. Mais même le feu de paille, il n'y a pas. Ben oui. Et donc, ayant dit ceci, je répète donc maintenant, c'est à Paris le 3 juillet que ça va se passer. C'est à Paris le 3 juillet que ça va se passer. Puisque la France a mis le genou sur notre cou et nous empêche de marcher chez nous avec son préfet de comptoir, M. Biya, la surface de réparation devient Paris. Ce n'est plus la poste centrale, la surface de réparation. La surface de réparation, c'est à Paris. C'est là-bas que le Ndamba va se jouer. Ça se joue là-bas maintenant. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Cameroun
à travers Macron. Il faut qu'on mette Macron mal à l'aise. Vous allez envoyer 2 pèlerins, 3 machins à la poste centrale, ils vont faire quoi là-bas? Et en plus, vous dites que on ne doit pas les nourrir. Vous dites que quand on les arrête là, qu'on doit les abandonner en prison. Et vous dites que tous ceux qui ont déjà fait la prison ne peuvent plus jamais combattre. Une insulte directe à tous les combattants qui ont fait la prison. J'ai suivi dans un live de dimanche après-midi quelqu'un qui disait que tous les gens qui sont allés en prison ne peuvent plus jamais combattre. Une insulte directe parce qu'il y en a qui ont même fait la prison 2 fois. Il y en a qu'on a arrêté en 2019 et qui sont ressortis en 2020. On les a encore arrêtés. Une insulte directe à Mamadou Mota. Une insulte directe à Olivier Bibou Nissak. Une insulte directe à Alain Fogué. Pour dire que parce qu'ils ont fait la prison, ils ne peuvent plus jamais combattre. Une insulte directe au président et lui-même, parce que lui aussi, il était en prison. Voilà des faux prophètes qui se lèvent et qui racontent n'importe quoi aux gens. Mais ils veulent quand même que les gens sortent au Cameroun. Et qu'on les arrête et qu'on les abandonne parce qu'ils ne vont plus jamais combattre. Ces combattants qui sont arrêtés, nous allons les soutenir. Parce que c'est eux la graine de la révolution au Cameroun. On ne va pas fabriquer de nouveaux combattants. C'est eux. Je passe ici un bonjour très spécial à Salomon Béas. Et mes félicitations pour la naissance de ta fille. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors que les gens arrêtent de propager des informations ubiesques qui n'ont vraiment pas de logique et continuent d'offenser les gens comme ça tous les jours, que ça s'arrête. Parce que nous lisons très bien le jeu. Nous avons une lecture très, très clairvoyante du jeu. Quelqu'un se lève un dimanche, il fait le live parce que 2, 3, 4 personnes l'écoutent. Il dit que même tous ceux qui ont fait la prison là ne vont plus jamais combattre. Que nous sommes seulement là pour nourrir les prisonniers. Nous sommes seulement là pour les nourrir. Oui, on va les nourrir. Et leurs femmes et leurs enfants. Si je pouvais même, j'allais travailler 40 jours sur 40, même en excès, pour les nourrir. Parce que c'est eux les vrais combattants. C'est eux qui font la cellule au Cameroun. Ce n'est pas nous qui sommes assis dans nos salons feutrés. C'est eux qui ne peuvent pas travailler parce que dès qu'ils déclarent qu'il est du MRC, il n'a plus accès au travail. C'est eux qui sont traqués pour chasser. Ce n'est pas nous qui sommes assis ici dans nos salons feutrés et on lance les quêtes tous les jours pour commander de l'argent. Ces garçons et ces femmes au 237 nous sont très précieux. Ils nous sont très précieux. Parce que le moment venu, ce sont eux qui seront dans les rues. Ce sont eux qui vont faire sortir les gens dans les rues. Que celui qui a recruté au Cameroun nous montre ce qu'il a fait. Nous avons tous, je m'inclus dedans, tous collectivement échoué là-dedans. Alors au lieu de travailler avec ceux qui sont sur le terrain, nous nous mettons à les vilipender, nous nous mettons à les traiter de tous les noms d'oiseaux et nous faisons croire aux gens que c'est nous qui avons la clé, la solution pour délivrer le Cameroun. Vous allez délivrer le Cameroun avec 1200 €. Les anglophones cotisent 1 million de francs CFA chaque mois. Je parle de 1 million, c'est quoi? C'est 10 millions? C'est 1 million, je crois. 1 million. Non, qu'est-ce que je raconte? 1 million, c'est n'importe quoi. C'est pas de l'argent, ça. C'est 10 millions de francs CFA chaque mois que la diaspora anglophone cotise. Et ils mènent le combat depuis 4 ans avec des armes de pointe. Nous, on est là, on a 1 000 € dans le truc et on dit qu'on va brûler tout le Cameroun. On promet la GN et on qualifie tous les autres des incapables. C'est nous seuls qui sommes capables. Donc 2, 3, 4 personnes, 2, 3 personnes qui reçoivent les 25 €, 10 € là. C'est avec ça que vous allez changer le Cameroun. Mais été le mensonge de ça. Anyway, rendez-vous le 3 juillet à Paris. Et je vais revenir là-dessus. D'habitude, je ne fais pas de live le matin, mais j'ai un peu de temps parce que les enfants sont allés à l'école. Ce soir, j'ai rendez-vous avec le docteur Djok Bano pour parler de la spiritualité dans nos traditions. Et ça, c'est un aspect important parce que tous les peuples qui se sont émancipés
ont une certaine authenticité, une certaine identité. Je prends l'exemple de la Chine. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Chine. Mais on oublie de dire que la Chine a rejeté la civilisation européenne. On refuse de dire aux gens que le christianisme n'existe presque pas en Chine. Mais chez nous, on veut nous faire abandonner nos traditions, de les diluer dans ce qu'on appelle l'européanisme, le modernisme. Et on veut qu'on change. Nous allons vous montrer la puissance que nous avons dans nos traditions. Je dis bien la puissance, parce qu'elles sont puissantes. Et nous devons les garder avec férocité. Nous devons les protéger. Parce que c'est grâce à elles, lorsque nous allons retourner vers notre nous-mêmes intérieur, vers notre nous original, nous allons puiser la force pour combattre l'impérialisme. C'est de ça qu'il est question. Lorsque vous voyez les pasteurs qui s'élèvent, qui s'érigent en faux prophètes, qui vous promettent que vous serez riches demain. Oh, il y avait même l'autre qui avait dit une fois que Paul Biya est mort ou qui va mourir. Je ne sais pas où il est. Songhai, c'est lui, non? Il faut un peuple où on construit les églises à chaque mètre carré. Et c'est avec ça que vous voulez que les gens se lèvent un jour? Non. Nous allons ramener les gens vers leurs origines. Ce soir, avec le docteur Djok Bano, nous allons parler de la spiritualité, de la puissance de nos traditions. Et nous allons retourner. Moi, j'ai été baptisé témoin de Jéhovah. J'ai été baptisé, mais j'ai abandonné. Aujourd'hui, je suis en train de découvrir la tradition, la richesse de la tradition. Et pour ça, je donne un respect énorme à tous mes prédécesseurs. Tous ceux-là qui ont vécu, existé, gardé cette tradition vivante avant nous. Je leur donne un respect énorme. Donc nous allons parler de ça ce soir. Et puis, bientôt, je vais faire un autre live pour parler du meeting du 3 juillet. Lorsque j'aurai des informations plus amples sur la préparation, sur l'organisation et tout ce qui va se faire. Mais n'oubliez pas, rendez-vous le 3 juillet à Paris pour se mobiliser contre le gré à gré dans notre pays. Pour se mobiliser. Parce que si nous ne faisons rien, ça va passer comme une lettre à la poste. Il faut alerter le monde sur ce qui se passe au Cameroun, ce qui se prépare. Et c'est à nous de le faire. Et nous allons le faire. Le 3 juillet, samedi le 3 juillet à Paris, ce sera le Mamipi. Celui qui n'est pas là n'est nulle part ailleurs. Celui qui n'est pas là a raté un tournant de l'histoire de notre pays. C'est comme ça et pas autrement. Allez les gars, on se retrouve ce soir à 20 h. Docteur Bano sera là. Allez, la patrie ou la mort, nous sommes vainqueurs. Merci.